Siams Inside, découvrez la conférence de René Prêtre. Mesdames, Messieurs, voilà, moi ça a eu un grand plaisir d'être ici parmi vous aussi. J'ai fait le tour un petit peu de ce salon et je suis impressionné effectivement par ce développement technologique. Je me sens aussi un petit peu comme un usurpateur parce que je profite de la lumière, sachant que dans les coulisses, c'est effectivement ce genre de travail qui a été fait pendant des années et des décennies et qui nous permettent de faire ce métier. La médecine, en particulier la cardiologie, sont extrêmement dépendantes de cette technologie. Alors je vais vous en parler un petit peu. Je ne suis pas un spécialiste de la technologie. On va regarder un petit peu le côté humain puisque c'est celui aussi qui fait partie de la grande composante de mon travail. Alors de dire que la cardiologie et la chirurgie cardiaque dépendent de la technologie, c'est un euphémisme. Regardez, ceci c'est une salle de cathétérisme, la complexité de ceci, on a des rayons X qui arrivent à angle droit pour voir les choses en 3 dimensions, et puis vous avez ici en bas une artère coronaire, et vous voyez, il y a un rétrécissement extrêmement serré, vous l'avez vu ce rétrécissement, si cette artère se bouche, tout le territoire d'aval, les cellules vont mourir, ça vous fait un infarctus massif qui à mon avis ici sera mortel, et ça, grâce à cette technologie, on va mettre ici un stent et regardez cette artère, maintenant elle est entièrement ouverte et la vie de ce patient n'est plus menacée. Alors petite parenthèse, on pense toujours que les grands progrès médicaux c'est aux États-Unis. Non, ça a été en Suisse. La première dilatation d'une artère coronaire c'est en 77 à Zurich par Grünsig et le premier stent, ces petits ressorts qu'on met pour maintenir le vaisseau ouvert, c'est à Lausanne une dizaine d'années plus tard. Et ça fait partie des 10 opérations les plus réalisées au monde aujourd'hui, donc sur les artères coronaire. Alors voilà, ici vous avez un scanner. Aujourd'hui, on arrive à faire des reconstructions tridimensionnelles du cœur malgré ses mouvements. C'est pas un organe statique, hein, le cœur. De temps en temps, quand il tape à 120, c'est un petit peu plus difficile, mais on y arrive. C'est dire les exploits, la RMI également. Et puis aussi les échocardiographies où vous voyez ces cœurs qu'on arrive même à refaire en 3 dimensions. Cet appareil-là est devenu même démocratique. On l'achète à plus des prix exorbitants. C'est ce qui me permet à moi d'aller travailler au Cambodge, en Afrique, avec des moyens réduits en faisant pratiquement le 80% des opérations qu'on arrive à faire ici. Après, le 20% supplémentaire, il faut ces grands appareillages. Alors voilà, ici vous avez à droite une artère coronaire, le fameux ballon de Grünsig de Zurich pour écraser la plaque. Il avait remarqué que c'était un petit peu comme de la neige. Vous marchez dessus et ensuite la neige est écrasée et ça permettait de réouvrir le vaisseau avec les stents que vous avez en dessous qui est monté sur un ballon. Au milieu, je vous ai montré quand même tout le côté pacemaker, défibrillateurs qui sont là, ce sont des véritables computers que l'on met sous la peau des patients et qui reconnaissent les troubles du rythme. Et puis tout à droite, simplement toute cette chirurgie valvulaire, les valves qui ont été faites avec du pyrocarbone, les valves qui sont faites avec du tissu d'animal, en particulier porcin, c'est énorme. Et bien entendu, la chirurgie cardiaque a pris un essor incroyable. Et pourtant, c'est la dernière année. Et pourquoi c'était la dernière année? Alors je vous montre d'abord ce dessin ici que j'aime beaucoup, c'est le docteur Gross qui travaillait au Bellevue Hospital à New York. Alors moi j'ai ma petite touche émotionnelle là-dessus parce que j'ai travaillé 2 ans dans cet hôpital. C'est l'hôpital mythique un petit peu de Manhattan et regardez à cette époque, il n'a même pas de gants, il a du sang sur les mains. La moitié des patients qu'il opérait ou que ses confrères opéraient mouraient d'infection en fait. Mais on a fait des développements énormes et pourquoi cette chirurgie cardiaque a mis autant de temps à se développer par rapport à tous les autres spécialités, orthopédie ou chirurgie viscérale? Eh bien c'est que le cerveau empêché. L'enfant terrible de la circulation sanguine, c'est le cerveau. Quand vous avez un arrêt cardiaque et autres, on sait très bien que si en 4 minutes on ne rétablit pas une circulation, le cerveau va mourir en premier. On ne meurt pas d'un coup comme ça, c'est les organes les uns après les autres. C'est ce qui nous permet de faire des transplantations d'ailleurs. On a quelqu'un qui a un cerveau qui est mort, mais qui a un cœur qui est encore vivant, ou un foie, ou un rein. Et ça, c'est quelque chose d'aussi assez incroyable, je trouve. Mais c'était le cerveau qui empêchait la chirurgie cardiaque, parce que vous voyez, il ne tient ce qu'on appelle une ischémie, une asphyxie que de 4 minutes. Le cœur, c'est déjà 30, le foie, le rein, 1 heure et tout. Et il fallait développer une machine qui nous permette de maintenir la circulation. C'est comme si vous devez réparer une voiture avec le moteur de la voiture, mais la voiture doit continuer d'avancer. Il fallait faire un moteur en code parallèle. Et l'autre problème, c'était le poumon.
Le poumon, c'est un organe très très délicat qui permet ce qu'on appelle les échanges gazeux. Il faut que les membranes soient très fines, que l'eau, le plasma ne sorte pas, mais que les molécules comme l'oxygène ou le CO2 puissent passer à travers ces membranes. Et ces membranes semi-perméables ont été extrêmement difficiles à faire. Et ça a été aussi l'énorme problème. Ils ont travaillé plus de 20 ans à faire cette fameuse machine cœur-poumon. Alors pourquoi cœur-poumon? Regardez d'un point de vue anatomique, à droite, le poumon, il est autour et le cœur au milieu. Mais si on regarde d'un point de vue fonctionnement, ce qu'on appelle physiologique, on a le cœur droit qui est bleu avec le sang veineux, qui est la première structure. Ensuite, on a le poumon. Et ensuite, on a le cœur. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à dissocier le poumon du cœur et qu'on devait faire une machine qui fait les deux fonctions elle-même. Et c'était la fonction pulmonaire la plus dure. Voilà une des toutes premières opérations qui est faite. Vous voyez, il y a une petite pompe sur la tête de l'enfant. Donc la pompe, les ingénieurs, il y a des siècles que c'était fait. Et on arrivait à le faire, mais on n'arrivait pas à faire le poumon. Et à cette époque-là, ils connectaient l'enfant au papa ou à la maman. Et c'est le poumon du papa ou de la maman qui oxygénait le sang. Un petit peu comme dans la vie intra-utérine avant la naissance. Et ils ont fait une 50aine d'opérations comme ça. Alors, il fallait des groupes sanguins équivalents, enfin, il y avait des grosses restrictions. Et quand il a développé ça, Lilleray, on avait dit dans le Times Magazine, il a développé une opération avec une mortalité à 200%. Parce qu'évidemment, les deux pouvaient mourir en quelque sorte. Et ça, c'était quelque chose. Et c'est Gibbon qui fait cette fameuse machine cœur-poumon qui permet finalement d'avoir la fonction pulmonaire et ensuite de garder une circulation avec du sang oxygéné qui va préserver votre cerveau. À partir de là, vous pouvez avancer. Et ça a été un petit peu comme Christophe Colomb. On est arrivé sur un tout nouveau continent. Et là, il y avait tout à inventer dans cette chirurgie cardiaque. Et il y a eu un essor extraordinaire. Je vous montre quelques exemples ici. Regardez dans les années, en quelques 20 ans, toutes les premières qu'on a faites. Et ce qui me fait toujours un peu plaisir, c'est que vous voyez en rouge, c'était les premières qui ont été faites chez les enfants. Et ensuite, chez les adultes, on avait ces fameux enfants bleus qui n'arrivaient pas à s'oxygéner, qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Et eux tiraient les larmes en quelque sorte. Ils avaient une espérance de vie d'une 15aine d'années. Ils étaient intelligents comme les autres et on les voyait mourir à petit feu. Et c'est pas étonnant que devant ce spectre épouvantable, on ait mis des efforts incroyables pour eux. Et on a fait cette chirurgie cardiaque d'abord pour les enfants. Ensuite, bien entendu, comme les maladies coronariennes viennent, et bon, on l'a aussi fait pour les adultes. Alors, vous voyez, les derniers développements, puisqu'on en est là, c'est ce qu'on appelle le cœur artificiel. Finalement, on réussit maintenant à séparer les deux moitiés du cœur et on ne fait plus le poumon. Et vous voyez très bien ici, cette machine, cet enfant ici, c'est le premier qu'on avait fait à Zurich, je me souviens. Vous voyez, en bas, il y a des ventricules et on l'a placé sur le cœur lui-même. Je vous montre un tout petit peu comment ça fonctionne ici. C'est la même enfant, était très maigre. Normalement, attendez, oui, je crois que ça marche. Et vous voyez qu'il y a une pompe qui aspire et qui repousse le sang. Vous avez du sang bleu d'un côté, du sang rouge de l'autre, puisqu'on est sur les deux côtés du cœur. Les canules le permettent aujourd'hui de canuler les petits vaisseaux. À l'époque, c'était pas vraiment possible. Et cet enfant a tenu 4 mois avant de pouvoir avoir un nouveau cœur parce que le sien était trop fatigué. Moi, je me souviens, elle avait fait l'arrêt cardiaque aux soins intensifs, on l'avait massé 40 minutes, ça ne repartait pas. En principe, 40 minutes, vous avez le droit d'un point de vue légal d'arrêter et dire, voilà, on a tout fait, ce n'est plus possible. Et là, moi, j'étais parti au bloc opératoire. J'avais déjà discuté avec le directeur de l'hôpital, j'étais à Zurich à l'époque, pour acquérir ce cœur artificiel qui venait de sortir. Et puis, on lui a mis la machine cœur-poumon qu'on fait dans nos opérations, qu'on peut garder 2-3 jours. Et puis, j'étais allé voir le ministre, puis j'avais dit, écoutez, voilà, on en a déjà parlé, je l'achète ou pas? Il ne pouvait pas dire non sur un enfant pareil, quoi. Et on l'avait fait, je me souviens, juste avant Noël et juste avant Pâques, on a pu la transplanter et ça a super bien marché. Aujourd'hui, on a beaucoup miniaturisé les choses. On a 2 moitiés du cœur, une à haute pression, c'est celle qui lâche d'habitude et on ne fait plus qu'un côté des deux. Et vous voyez que maintenant, c'est pratiquement tout en interne. On a remplacé ces systèmes pulsatiles avec des pompes ici, des vis sans fin qui tournent à 5000 tours minute et qui vous font les 4-5 litres minute, 6 litres minute, dont on a besoin pour avoir une vie efficace. Et vous voyez, ce patient, il a juste un tuyau qui passe à travers la peau, il est sur une batterie qui a une autonomie d'environ 8 heures. On arrivera sûrement à des batteries qui auront 24 heures. Alors après, c'est comme nos Natel, il ne faut juste pas oublier de plugger quand on va se coucher, parce qu'évidemment, il peut y avoir un problème sinon. On a tous une fois oublié avec les Natel, il faut le replacer. Chez les enfants, ils sont trop petits, on reste sur des systèmes externes. Ici, vous voyez, c'est seulement le cœur gauche qui a été supporté.
Et je vais vous montrer un petit peu maintenant ce qu'il en est, donc ce qu'on a vu là. Je vous invite maintenant à venir aux salles d'op et voir toute cette technologie aussi, et bien sûr le côté humain qui est là-dessus. Alors j'ai choisi pour vous, puisque vous êtes l'arc jurassien, je sais que c'est des gens avec le cœur bien accroché, on va changer une opération cardiaque ici. J'ai pris l'opération la plus mythique en quelque sorte. Et pour moi, c'est vrai, comme vous le dites, quand la technologie va si loin, on a l'impression que c'est de la magie. Il y a deux choses, c'est comme aller sur la Lune en quelque sorte, mais il y a une opération qui reste dans la magie, c'est la transplantation cardiaque. Vous avez ce cœur ici qui a fait 2000 km pour arriver et qui va entrer dans un nouveau thorax. Et c'est quelque chose qui est fascinant, quasiment à la limite du compréhensible, quoi. Heureusement qu'on ne pose pas trop de questions non plus, parce que c'est quelque chose qui donne le vertige. Alors quand on fait une transplantation cardiaque, il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est le timing capital, parce que pendant tout votre voyage, votre cœur ne va pas recevoir de l'oxygène, il est en asphyxie. Quand on opère, on lui en donne toutes les 20 minutes. C'est comme si vous êtes sous l'eau, vous prenez un peu d'air, vous pouvez aller très très loin comme ça, mais là vous restez sous l'eau pendant très longtemps. Il ne faut pas que ça dépasse 3 heures, parce que les cœurs ne repartent plus après. Donc ça demande une synchronisation extrêmement importante, et un temps, je me souviens, quand j'ai commencé mes transplantations, on enlevait le cœur natif seulement quand le nouveau était arrivé. Parce que s'il n'arrivait pas, ben voilà, une fois que vous l'avez enlevé, si l'autre n'arrive pas, vous avez tout perdu. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre ça, parce que reprendre un cœur avec un cœur artificiel, ça fait 1 heure, 1 heure et demie de dissection. Vous ne pouvez pas rajouter 1 heure et demie sur les 3 heures qu'il y a. Et aujourd'hui, on commence la dissection. S'il ne devait pas arriver, il y aurait une catastrophe, mais on n'a pas le choix. Et donc, cette synchronisation est extrêmement importante. Voilà. Et ce que je vous montrerai, c'est un enfant qui a 2 ans environ et qui a eu justement ce cœur artificiel, parce que son cœur s'est arrêté. Il l'a eu pendant 6 mois jusqu'à ce qu'un cœur adéquat arrive. Voilà la forme quand le cœur natif a été enlevé. On a 5 sutures à faire là-dessus. Alors, 2-3 mots, bien entendu, on va mettre cette fameuse machine cœur-poumon. J'ai toujours trouvé que le bon Dieu avait été très gentil avec nous, les chirurgiens cardiaques, parce que si vous regardez, tout le sang veineux vient encore par 2 veines, la veine cave supérieure et inférieure, et tout le sang oxygéné repart par un vaisseau, l'aorte, et se distribue après. Donc avec 3 canules, vous pouvez court-circuiter le bloc cœur-poumon, et c'est ce qui se passe à droite. Vous avez le réservoir, le cœur, c'est cette pompe qui va tourner, elle est simple, et puis l'oxygénateur, c'était ça qui était difficile à faire. Et puis l'arrêt cardiaque, comment est-ce qu'on va le faire, ou la protection? Eh bien, on met ici un clan dans cette partie ici, vous le voyez, et puis on met une deuxième canule que je vous montre peut-être ici, voilà, ici, dans l'aorte ascendante. Et vous mettez du sang froid avec du potassium, il n'a qu'une sortie, c'est les artères coronaires, donc le cœur va tomber à 10-15 degrés, alors qu'ici, ça c'est une opération classique, on donne du sang à 37 degrés, 35 degrés. Vous faites votre chirurgie, quand c'est fini, vous enlevez ce clan ici. Simplement, le sang chaud va revenir, réchauffer le cœur, enlever le potassium, on l'utilise aussi, voilà le réseau coronaire. Coronaire, se dire couronne, il y a une couronne ici, il y a 2 cercles qui vont se faire. Et puis, vous enlevez le clan, le sang chaud va arriver, et j'ai toujours trouvé ce côté magique, c'est que le cœur repart tout seul. Vous n'avez rien à faire de plus que ça, juste ces 2 gestes-là. Alors bon, c'est peut-être pas toujours aussi simple, n'essayez pas sur vos chats, vos chiens, mais alors je vous montre maintenant une opération, on a un petit film, ceux qui ne sont pas sûrs, regardez vos souliers, contrôlez votre voisin, s'il y a quelque chose, il n'y a pas de problème, il suffit de coucher et puis de lever les jambes. Une transplantation cardiaque se passe presque toujours la nuit. Cette nuit-là, la pluie s'est invitée, comme pour ajouter un peu plus de drame ou de romantisme à notre action. C'est le décollage pour l'équipe du prélèvement. Sur place, l'enfant est endormi, mais on attendra encore, avant d'opérer, le feu vert des préleveurs. Son cœur, très malade, est aidé par un cœur artificiel depuis quelques mois. Il s'agit d'une pompe qui aspire et repousse le sang, un peu comme notre cœur. Là-bas, à plus de 1000 km de chez nous, l'opération du prélèvement a commencé. Le péricarde est incisé. Ce nouveau cœur est petit, vif, tonique. Coup de téléphone, le cœur est bon, vous pouvez commencer. Alors, sur place, c'est maintenant que l'opération commence. Incision et dissection du cœur. Mise en place des canules qui sont connectées à la machine cœur-poumon. La voici qui tourne à plein régime. Là-bas, d'autres équipes ont également préparé le foie et les reins pour les prélever. De la glace pour arrêter le cœur et le protéger. Et voici son extraction. À partir de maintenant, la course contre la montre s'est enclenchée.
Retour à l'aéroport en ambulance, cette fois-ci avec la sirène et le gyrophare. L'avion nous chahute un peu et reprend les airs. Tiens, c'est le petit matin, le soleil se lève. À l'heure approche, arrive le moment de faire les dernières découpes, d'extraire le cœur si fatigué que tout soit prêt pour l'implantation du nouveau. Même stimulé, il n'a plus aucune contraction. Ce cœur est définitivement éteint. Et pendant quelques minutes, cette vision surréaliste d'un enfant qui dort, qui vit, alors que son thorax est vide. Les voici qui arrivent enfin. Le cœur est sorti de son bain glacé. Le voici. Comme il a eu une longue période d'asphyxie, on décide de lui donner du sang oxygéné pendant quelques minutes, qu'il respire un peu. C'est impressionnant un cœur, surtout lorsque l'on sait le travail phénoménal qu'il produit chaque jour de toute une vie. On s'empresse maintenant de combler ce trou presque dérangeant. Et l'on effectue les sutures. Il y en a 5 à réaliser. Ici, celle de l'aorte ascendante. Quelques nœuds, et on va enfin pouvoir ouvrir le gland aortique, laisser du sang chaud irriguer le myocarde. C'est le grand moment de vérité. À partir de maintenant, le cœur devrait se réveiller, se remettre à battre. Sa couleur, son éclat sont en train de changer. Pour l'instant, toujours rien. Une chiquenaude, 1, 2, 3 contractions même. Il est encore sidéré. Ah, une contraction spontanée. Une autre. Une autre. C'est encore hésitant, mais elle semble venir. On profite de cette phase de récupération pour faire les dernières sutures. Ici, l'artère pulmonaire. Les contractions en arrière-fond sont plus franches. C'est une excellente nouvelle qui nous réjouit déjà et nous soulage. Il nous faudra beaucoup de temps pour réanimer ce cœur. Mais à la fin, ces contractions sont bonnes, capables d'assurer toute seule la circulation sanguine. L'opération touche à sa fin. L'ambiance est bonne dans le bloc opératoire, car cette grande aventure qu'est la transplantation, une fois de plus, est réussie. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je suis à la fin. Merci beaucoup.